Alors, je me présente un petit peu. Donc, je suis Robert Vautard, je suis directeur de recherche au CNRS. Et puis, je dirige effectivement l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui regroupe l'ensemble des laboratoires de recherche sur le climat en Île-de-France. Il n'y a pas qu'en Île-de-France qu'on étudie le climat, il y a aussi à Toulouse, à Grenoble, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, etc., etc. Donc, en Île-de-France, il y a quand même une communauté d'environ 1400 personnes, donc c'est l'ensemble de ces laboratoires, qui travaillent sur on va dire, les sciences naturelles du climat, au sens large. Tout le monde n'étudie pas le changement climatique, hein. Il y a aussi beaucoup d'études qui sont faites sur la pollution atmosphérique, sur l'eau, sur la qualité de l'eau, sur les interactions entre la paléoclimatologie même, c'est un des grands sujets. Et donc, voilà, c'est en fait le changement climatique, c'est une relativement petite partie de la communauté qui l'étudie, mais on a tous un petit peu ça en tête. J'ai eu la chance de participer à la construction du 6e rapport du GIEC, du groupe 1, donc la physique. Donc, quand je parle des sciences naturelles du climat en Île-de-France, pour l'Institut, c'est vraiment les sciences physiques principalement. Donc, nous sommes des mathématiciens, des physiciens, et on voit bien que le climat, c'est beaucoup plus large en fait. Il y a des questions de sciences sociales, de sciences économiques, et de sciences aussi autour de la biologie, de la santé qui interviennent. Ça devient extrêmement large et c'est plus seulement des sciences physiques. Mais dans mon exposé, donc, je me limiterai à mon domaine de connaissance, c'est-à-dire les sciences physiques du climat. Et puis donc, je disais que j'ai participé à la rédaction de ce rapport du GIEC du 6e cycle qui se termine aujourd'hui comme coordinateur de chapitre, en fait co-coordinateur de chapitre, on était 3, et c'est une expérience absolument sans précédent de pouvoir écrire un texte comme ça avec des milliers de mains en quelque sorte, il y a des auteurs, évidemment. Dans mon chapitre, j'avais une équipe d'une quinzaine de personnes, mais on ne couvrait évidemment pas toute l'expertise nécessaire, donc on a été obligé de faire appel à des auteurs supplémentaires. Et puis, il y a tous les relecteurs et tous les contributeurs qui critiquent le texte lors de 2 cycles et qui enrichissent en fait le texte avec des nouvelles références, avec des nouvelles informations, en critiquant le texte qui est là, et qui nous permettent de l'améliorer et en fait à la fin de l'approuver. Et pour terminer sur le GIEC, parce que c'est quand même important, je dirais qu'il y a le principe le plus difficile à exercer dans la pratique finalement, hein, c'est que le principe numéro 1 du rapport du GIEC, c'est celui du consensus, hein. C'est-à-dire que lorsqu'une phrase est construite, elle doit être appuyée par de nombreuses publications. Alors s'il n'y en a pas sur le sujet, ou très peu, ben voilà, on dit qu'on a, comme ça a été dit tout à l'heure, une confiance faible dans le résultat, parce qu'il y a un papier, 2 papiers, 3 papiers qui montrent ça, mais quand il y en a 10, 15, avec des données différentes, etc., on a une confiance élevée, à forte. Donc il y a toujours ce niveau de confiance qui est donné, mais surtout les auteurs doivent être d'accord. Donc on avait une règle, hein, c'est que, et c'était en visio, hein, bien sûr, à cause du confinement, des confinements, c'était que lorsque un auteur était un petit peu gêné par la tournure d'une phrase, il disait comme ça, moi je ne suis pas très d'accord, mais je peux vivre avec parce que c'est quand même le contenu est correct. Mais de temps en temps, on a des auteurs qui disaient stop, non, là, je ne peux vraiment pas, avec cette phrase, c'est pas possible, c'est pas correct. Et là, on arrête tout, on reprend et on reformule la phrase jusqu'à ce que les auteurs soient tous d'accord avec le texte. Alors, non seulement les auteurs, mais après les délégations. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus, je pourrais vous en parler 1 heure. Je vais vous parler un petit peu plus des événements extrêmes et de la physique. Donc c'est vraiment une petite partie de ce rapport du groupe 1 du GIEC, des sciences physiques du climat, mais qui est très nouveau. Et je crois que, Marc,
ta dernière planche le montre bien, puisque finalement, depuis 2013, la science des extrêmes du changement climatique, des extrêmes climatiques, a très fortement évolué. C'est probablement un des domaines qui a le plus évolué. Il n'y a pas que celui-là, mais c'est un des domaines qui a le plus évolué. Et si effectivement, en 2013, et ce que tu disais était tout à fait correct, on avait la plupart du temps une confiance moyenne sur l'augmentation des événements extrêmes, eh bien aujourd'hui, cette confiance s'est considérablement consolidée, simplement parce qu'il y a eu des développements méthodologiques dont je vais parler, et des développements scientifiques de compréhension de connaissances, de synthèse de résultats, d'analyse d'événements individuels, qui vont permettre finalement d'avoir des conclusions aujourd'hui beaucoup plus fortes, en tous les cas pour certains types d'extrêmes. Donc la partie supérieure de ce... oui, là voilà, alors ce sont des figures qui sont dans le rapport aux décideurs du groupe 1, et qui concernent l'attribution effectivement des événements extrêmes dans les différentes régions du monde. Donc dans le 5e rapport en 2013, on globalisait un petit peu les phénomènes. On disait dans le monde, voilà, les vagues de chaleur augmentent avec une confiance moyenne, je ne me rappelais plus, ou forte. Là, dans ce 6e rapport, on va beaucoup plus loin, puisque de nombreuses études ont été faites dans les différentes régions du monde et montrent que, pour l'essentiel, chacune des régions du monde qui sont symbolisées ici par des hexagones pour des raisons diplomatiques, on va dire, il ne faut pas qu'on voit trop les contours des pays, sinon c'est plus difficile à approuver. D'abord, ce n'est pas des vrais contours, c'est des contours carrés. Vous voyez, l'Europe centrale et de l'Ouest, c'est un trapèze, hein, en fait, quand on regarde en réalité. Et donc, on a ce graphique qui montre finalement la tendance ici des vagues de chaleur. Alors, c'est une synthèse. Les articles utilisent soit le jour le plus chaud de l'année, soit la période de 3 jours la plus chaude, soit la durée. Enfin, ça agrège un certain nombre de résultats qui montrent finalement comment les auteurs concluent dans chaque région du monde sur la confiance qu'on peut avoir dans l'attribution de l'augmentation des vagues de chaleur aux activités humaines via les gaz à effet de serre notamment. Donc, lorsque c'est rouge, c'est une augmentation. Lorsque c'est bleu, c'est une diminution. Il n'y a aucune région dans le monde où il y a une diminution. Il y a des régions où il y a peu de signal. Le centre des États-Unis et l'est des États-Unis. Et puis des régions pour lesquelles, en fait, ce n'est pas qu'il y a peu de signal, mais c'est qu'on n'a pas de données. C'est qu'on n'a pas de... Il y a peu d'études et peu de données. Les observations ne sont pas assez complètes et les études manquent. Donc là, on n'est pas certain de ce qu'on dit, mais c'est... Voilà. Dans toutes les autres régions, il y a des études et parfois, il n'y en a peut-être pas beaucoup, auquel cas la confiance est faible ou le signal est relativement faible. Et dans d'autres régions, il y a à la fois beaucoup d'études, beaucoup d'observations, beaucoup de simulations, comme par exemple en Europe de l'Ouest. Oui, en Europe de l'Ouest, les vagues de chaleur augmentent fortement et ont été attribuées dans plusieurs études au changement climatique. On va voir comment. L'Europe de l'Ouest n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres régions dans le monde pour lesquelles c'est le cas. Ensuite, lorsqu'on regarde les vagues de chaleur, c'est là où c'est le plus criant. Alors, je vais peut-être juste revenir sur cette particularité de l'Amérique centrale, enfin l'Amérique du Nord au centre et l'Amérique de l'Est. En fait, les vagues de chaleur ont augmenté dans les quelques dizaines de dernières années, mais elles ont été très très fortes dans les années 1930-1940. Et bon, c'est un phénomène qui est encore à l'étude, mais qui est probablement lié à ce qu'on appelle le Dust Bowl, qui consistait à une utilisation intensive des terres qui a dégradé considérablement les sols. Et lorsqu'il y a eu des séries pendant plusieurs années
de sécheresse, les sols sont partis et ont augmenté. En fait, on va voir qu'on a une augmentation de la chaleur avec la sécheresse et avec l'état des sols. Plus les sols sont nus, moins ils ont de végétation, plus ils sont inaptes finalement à tempérer les vagues de chaleur. Donc on avait des vagues de chaleur dans les années 30 qui étaient très très fortes dans le centre des États-Unis et dans l'est des États-Unis. Il y a aussi un autre effet, c'est l'irrigation intensive qui a cru pendant toutes ces dernières années, qui font que probablement ça a joué. Tout ça reste encore des sujets de recherche. On n'exclut pas non plus dans ces régions-là simplement un effet de la variabilité climatique. Il y a d'autres régions dans le monde pour lesquelles on a ce type de phénomène. C'est le nord de l'Inde aussi, un petit peu en Asie centrale, mais on ne le voit pas, c'est des petites régions où les vagues de chaleur n'ont pas augmenté de façon significative. Sur le nord de l'Inde, on pense que c'est aussi l'augmentation de l'irrigation d'une part, mais aussi l'augmentation de la pollution atmosphérique qui a tempéré un petit peu les vagues de chaleur. Mais voilà. Donc, ce sont des résultats, mais partout ailleurs, le signal est quand même très, très clair. Ensuite, lorsqu'on regarde les précipitations, donc les plus extrêmes, là encore, les plus extrêmes, ça peut se produire sur 1 jour, sur 2 jours, sur 3 jours, sur 5 jours, et en fait, ces résultats agrègent un petit peu l'ensemble des études. Là, la confiance, effectivement, on voit qu'elle est beaucoup moins forte, simplement parce qu'on manque d'études, et là aussi, parce que les signaux de changement climatique sont beaucoup moins forts par rapport à la variabilité naturelle du climat. Le problème dans l'attribution de la... je vais revenir sur les méthodes bientôt, c'est vraiment de pouvoir distinguer un signal qui a une cause par rapport à une variabilité qui est chaotique et qui est naturelle. Donc, pour les précipitations extrêmes, on voit qu'on a beaucoup de régions pour lesquelles on a très peu de données. C'est en train d'améliorer là. Il y a beaucoup de compilations de données sur les précipitations, notamment avec des programmes de regroupement des données. Mais sur toutes les régions tropicales, on a finalement très peu de données. Mais sur les régions où il y a des données, finalement, on voit quand même une augmentation relativement claire des pluies extrêmes, mais elle n'est attribuable avec confiance, avec grande confiance, que dans très peu de régions, l'Europe du Nord, et là, l'Amérique du Nord aussi, là, il y a beaucoup de données, et puis les signaux sont très clairs. En Europe centrale et de l'Ouest, il y a quelques études qui montrent ça, on en a fait nous-mêmes. À peu près toutes vont dans le sens de l'attribution d'une augmentation des pluies extrêmes au changement climatique, mais ça reste encore un sujet qui est pas simple. Une étude qu'on a faite, par exemple, il y a quelques années, montre, avec nos collègues de Météo France notamment et nos collègues hollandais, montre que, par exemple, dans le sud-est de la France, dans toutes les régions méditerranéennes, les plus extrêmes journalières, donc les cumuls journaliers, les plus forts ont augmenté d'environ 20% depuis 1950, et que ça, c'est vraiment attribuable au changement climatique. Ces cumuls, 20%, ça peut vous paraître relativement modéré, mais en fait, lorsqu'une infrastructure est prévue pour certains niveaux de crue, eh bien, lorsque ça déborde, ça fait des catastrophes. Voilà, et ça engendre des dommages et des coûts extrêmement élevés. Pour les sécheresses, là, on voit que l'attribution des sécheresses agricoles et écologiques, agroécologiques, c'est-à-dire pour les écosystèmes et pour l'agriculture, donc c'est l'humidité du sol. Je ne parle pas des précipitations, je parle de l'humidité du sol. Là, finalement, il y a très peu de régions sur lesquelles on peut vraiment affirmer que l'augmentation des sécheresses est attribuable au changement climatique. Il y a même une région pour laquelle on a une diminution des sécheresses, en Australie du Nord. Mais il y a 2 régions qui ressortent quand même pour lesquelles on a une confiance moyenne, ce qui veut dire quand même qu'il y a des études et des choses derrière, c'est la Méditerranée et l'Ouest américain.
Donc les deux régions, les deux, quelque sorte, hotspots déjà des sécheresses, c'est la Méditerranée et l'Ouest américain, si on regarde l'ensemble des études qui sont faites. Pour le reste, c'est un petit peu plus modéré en termes de confiance. Maintenant, ce sont des sujets qui évoluent très fortement et je suis prêt à parier que dans le prochain rapport du GIEC, on aura des résultats qui seront un petit peu différents. Alors, comment finalement est-on arrivé à ces conclusions? Finalement, c'est l'histoire, je vais mettre tout le déroulé, voilà. C'est une histoire qui remonte, si on regarde bien, en termes scientifiques, au prix Nobel Klaus Hasselmann. En fait, dans les années 70-80, il n'y avait pas un très gros signal de changement climatique. Maintenant, il y avait des soupçons que les gaz à effet de serre allaient finalement finir par créer des problèmes sur les températures moyennes. Mais même sur les températures moyennes, si vous regardez les courbes qu'a montré Marc, ce n'était pas si évident que ça dans les années 70-80. Par contre, donc, on se posait déjà, et Klaus Hasselmann se posait déjà la question de savoir comment on allait pouvoir détecter, finalement, vous savez, changement climatique, il y a des forçages naturels, les volcans, l'évolution solaire, qui ont certes très peu d'impact aujourd'hui, mais ils sont là quand même, et puis des forçages anthropiques, et il y a aussi beaucoup de variabilité. Hein, et pour les extrêmes, ça va être majeur comme sujet. Comment va-t-on pouvoir distinguer un signal dans un signal qui est une réponse finalement à un forçage dans un système qui est par essence variable? Alors, un certain nombre de méthodes ont été mises en place, donc c'est toute une histoire, hein, c'est Klaus Hasselmann, Gaby Eggerl, et ensuite, ça c'était pour les tendances moyennes, au moment où effectivement le changement climatique commençait à apparaître, hein, donc j'ai mis les fameuses stripes qui symbolisent les températures globales. Donc c'est seulement dans les années 2000 qu'on s'intéresse à l'attribution des événements extrêmes individuels. Avant, si vous écoutez finalement les scientifiques, jusque dans les années même presque 2010, lorsque on leur posait la question est-ce que ça c'est dû, est-ce que ce qu'on vient de vivre c'est dû au changement climatique, les scientifiques disaient non, on ne peut pas dire parce que c'est un événement individuel et puis il faut regarder un ensemble d'événements, on ne peut rien dire. À partir de 2003-2004, la question a été sérieusement posée, notamment par Miles Allen, qui est un chercheur à Oxford, et qui a publié dans Nature, je pense, cette question de, finalement, voilà, et puis c'était intéressant de savoir qu'il se posait cette question, cet événement, cette inondation-là, un jour, est-ce que je vais pouvoir incriminer une responsabilité à quelqu'un, donc à quelqu'un, une entité, un gouvernement, je ne sais pas quoi. Et donc, il disait, as I write this article in January 2003, donc c'était avant la vague de chaleur, the flood waters of the river Thames are about 30 centimeters from my kitchen door and slowly rising on the radio. A representative of the UK Met Office, la météo britannique, has just explained that although this is the kind of phenomenon that global warming might make more frequent, it is impossible to attribute this particular event. Donc il était un peu interloqué par cette idée qu'on puisse dire des choses globales comme ça dans le monde, mais rien dire sur l'événement qu'on est en train de vivre. L'été d'après, eh bien, c'était la vague de chaleur, la fameuse vague de chaleur de 2003, et ça a été vraiment la première étude qui a été faite par Peter Stott, qui est au Met Office en Grande-Bretagne, et qui a déclenché aujourd'hui cette première étude d'attribution de la vague de chaleur de 2003. Elle a déclenché une série en fait, toute une discipline, en fait, une sous-discipline qui est l'attribution des événements extrêmes. Et aujourd'hui, on est maintenant arrivé à un niveau quasi opérationnel, c'est-à-dire que lorsque un événement extrême se produit,
dans certains cas, hein, les vagues de chaleur les plus extrêmes, pas dans d'autres, parce que c'est plus compliqué, on est capable de pouvoir attribuer ou non les événements extrêmes au changement climatique. Je vais vous donner un ensemble d'exemples. Alors comment on fait? Le principe, hein, je donne le principe général, c'est assez simple, Marc l'a montré tout à l'heure. On a des observations, on a des modèles, et on a aussi de la physique. Hein, on essaye de combiner ces informations pour en tirer une conclusion, une synthèse. Donc là, en fait, c'est les températures globales observées en noir, simulées en rouge, avec les évolutions, et puis leur incertitude, hein, puisque cette incertitude, elle est représentée par l'ensemble des modèles qui ont tourné dans les différents groupes sur la Terre, c'est-à-dire une quarantaine de modèles, avec différentes versions. Et donc on arrive effectivement à représenter assez bien les évolutions. Et lorsque on n'introduit pas les gaz à effet de serre, eh bien on va tout droit. Il n'y a pas les forçages naturels ne nous permettent pas d'expliquer les augmentations de température, notamment depuis à peu près le milieu du siècle précédent. Avant, il y a effectivement tu parlais d'une bosse. Hein, donc cette bosse des années 40, elle peut être expliquée d'une part par de la variabilité naturelle, c'est 0,2 degrés à peu près. Quand on regarde, c'est tout à fait conforme à la variabilité naturelle interdécennale, mais aussi c'est peut-être pas tellement la bosse qui est là, mais le creux qui est après, qui est largement expliqué par l'augmentation des aérosols soufrés. Hein, après la guerre, on a utilisé du charbon de très mauvaise qualité pour se chauffer, qui émettait plein de soufre, dioxyde de soufre dans l'atmosphère, qui a refroidi un petit peu. Et en fait, c'est plutôt un masque c'est plutôt le trou d'après qui est en partie dû à un masque dû aux aérosols. Voilà, donc l'idée c'est toujours la même, c'est d'avoir des simulations, c'est d'avoir une observation, des simulations dites factuelles, c'est-à-dire on prend en compte tous les facteurs, et des simulations contrefactuelles consistent à dire, voilà, j'enlève un facteur et je vois si j'arrive à expliquer la différence de ce que j'observe avec ce facteur que je viens d'enlever. Alors là où ça se complique, eh bien voilà, c'est que le climat, la météorologie, c'est vraiment compliqué. C'est Ed Lorenz en 1963 qui a découvert ça. C'était une des avancées majeures en météorologie, même je dirais plus que majeure. Il a montré à partir d'un système très simple mathématique de 3 équations, 3 inconnues, un système d'équadif. Hein, si certaines de vous connaissent ce que c'est qu'une équadif, c'est vraiment, on a la dérivée en fonction des valeurs d'état, qu'on pouvait à la fois avoir un système déterministe, l'état à l'instant t nous permet de connaître en théorie tous les états futurs, c'est déterministe, il y a des équations, il n'y a pas de hasard, mais en même temps imprévisible. Et ça, c'est donc cette révolution, je dirais, de la météorologie en 1963. Et en fait, ça a des conséquences aussi pour le climat. Je vais expliquer pourquoi. Bien parce que, qu'est-ce qu'il montre, Ed Lorenz? Alors, ça, ce n'est pas une figure qui est faite par Ed Lorenz, parce qu'à l'époque, il n'avait pas les ordinateurs pour faire ce genre de figure. Mais c'est les solutions de ce système d'équadif à trois inconnus. Je ne l'ai pas mis là, mais il est très simple. C'est des battements de papillon. On tourne autour d'un point fixe, il est instable, on s'écarte, et puis hop, on passe sur l'autre lobe, on tourne autour du point fixe, on s'écarte, etc., etc. Et là, le nombre de tours qu'on fait autour de chaque lobe, il est un petit peu aléatoire, il est très difficile à prévoir, il dépend beaucoup de la position initiale. Qu'est-ce qu'il montre? Eh bien, en fait, c'est que lorsqu'on prend une petite partie lorsqu'on commet une petite erreur sur les conditions initiales, qui peut être symbolisée ici par ce cercle, si on regarde toutes les solutions de ces équations différentielles qui sont dans ce cercle, eh bien on les retrouve très peu de temps après dans toute cette région-là. Donc une petite différence sur les conditions initiales très rapidement explose. Donc divergence exponentielle. Alors pourquoi c'est important? Eh bien parce que dès qu'on perturbe un peu le système, on va générer
grâce à ces systèmes instables, on va générer de l'incertitude. Hein. On va générer de la variabilité, on va générer de l'incertitude. Alors, en chimie, j'ai travaillé aussi dans le domaine de la pollution atmosphérique. Ben, lorsqu'on veut savoir si, en coupant le transport de 20%, on va réduire l'ozone, les oxydes d'azote ou je ne sais pas quoi, ben, c'est très simple. On fait une simulation avec les transports qu'on a aujourd'hui, les émissions qu'on a aujourd'hui, on réduit de 20% et on a le résultat. C'est très simple, il suffit de simuler une journée, 2 journées, 3 journées, et on a le résultat. C'est non linéaire, mais c'est pas chaotique. En général, la chimie parfois peut être chaotique. La météo, bah, c'est chaotique. Donc si on change les conditions limites, si on rajoute un tout petit peu de gaz à effet de serre, par exemple, dans une simulation, on va évidemment très rapidement, au bout de 2-3 jours, voir des choses très différentes, mais ça ne sera pas dû aux concentrations de gaz à effet de serre. Ça va être dû à on aurait mis n'importe quelle perturbation, on aurait vu ces différences. Donc comment on fait? Eh bien, on est obligé de moyenner, etc., d'avoir recours à des choses un petit peu plus subtiles, de moyenner sur des ensembles, de faire des statistiques. Voilà, il y a tout un ensemble de techniques qui vont permettre de dire si oui ou non, pour un événement extrême donné, le changement climatique a une influence ou non. Voilà. Alors, je vais essayer de... Bon, j'ai quelques planches un peu techniques, mais je vais les passer assez vite, finalement. Là, c'est la situation en 2019 à De Bilt, aux Pays-Bas. Bon, là, vous avez la température maximale observée à De Bilt, aux Pays-Bas, entre 1900 et 2021, je crois, 2020. Chaque année, et effectivement, en 2020, on a un record qui approche 38 degrés. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Bon, on a une tendance générale qui est bien connue, qui ressemble à peu près partout à ça en Europe. Et puis, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet événement-là? Eh bien, ce qu'on va chercher à savoir, c'est finalement, non pas s'il a été créé par le changement climatique, mais plutôt comment le changement climatique a modifié sa probabilité d'apparaître. Hein. Donc, comment aujourd'hui, quelle est sa probabilité aujourd'hui, et quelle aurait été sa probabilité si les gaz à effet de serre n'avaient pas été là. Donc c'est finalement ça la question, c'est une question de changement de probabilité ou de changement d'intensité. Alors c'est symbolisé ici par un graphe qui peut vous paraître un petit peu complexe, mais qui est finalement assez simple. Bon, si on prend schématiquement ces données-là et qu'on représente la valeur de retour en fonction de la période de retour, eh bien, on a généralement une courbe qui s'infléchit comme ça. Les températures sont en général bornées, sont statistiquement des valeurs bornées. On ne peut pas aller à 60 degrés comme ça. Hein. Donc, la distribution des températures élevées pour ces maxima annuels, elle s'infléchit et on essaye en général de les modéliser par des modélisations statistiques de lois d'extrême. Je vais en parler un petit peu plus tard. Et en fait, toute la question, c'est dans le climat d'aujourd'hui, idéalement, on a une courbe, pardon, c'est plutôt la rouge, et dans un climat contrefactuel, sans les gaz à effet de serre, on devrait avoir une courbe qui est un petit peu différente, qui a été modifiée. Toute cette courbe a été modifiée, a été un petit peu rabaissée, sans les gaz à effet de serre. Alors, je vais expliquer comment, après, on simule tout ça. La question qui est posée ici, c'est finalement entre un climat réel et un climat sans gaz à effet de serre, quel est le shift, la différence entre ces deux courbes dans la verticale, donc la différence d'intensité, ou la différence de probabilité, hein, donc qui est l'écart
entre la courbe rouge et la courbe bleue. Là, en fait, ça va plus loin que ça, mais je n'avais pas la place. Donc là, on va mesurer ces deux quantités, le changement d'intensité, le changement de probabilité. Alors là, pour les vagues de chaleur, c'est devenu aujourd'hui tellement important, les changements de probabilité, que souvent, on peut même pas dire grand-chose. C'est des facteurs. Là, on voit bien que dans ce cas-là, avec la modélisation qui a été appliquée, on passe d'un événement qui est aujourd'hui à peu près, qui se produit une fois tous les 20 ans, dans un climat contrefactuel, un événement qui aurait quasiment pas pu se produire. C'est jamais complètement zéro, mais c'est... voilà. Alors, comment on fait? Très rapidement, je ne veux pas insister trop sur ces équations. Eh bien, les lois d'extrême, les lois statistiques des distributions extrêmes, c'est des problèmes mathématiques qui sont connus des statisticiens depuis assez longtemps. Il y a différentes formes. Par exemple, la distribution de Pareto généralisée, GPD, en langage de statisticien, modélise des extrêmes, modélise les valeurs au-dessus d'un certain seuil élevé, typiquement 90%, 95% des données. Ces lois d'extrême convergent lorsque le nombre de données est suffisamment grand vers une loi particulière, un petit peu de la même façon que les lois sur les moyennes convergent vers une gaussienne. Eh bien, les lois d'extrême, dans ce cas-là, convergent vers une distribution de Pareto généralisée qui a cette forme, avec une exponentielle, mais je ne vais pas trop détailler. Alors, eh bien, finalement, Peter Stott, en 2004, il a regardé la vague de chaleur de 2003, en moyenne sur l'Europe et sur l'été. Et puis, il a pris une anomalie de 1,6 degré et il a essayé de répondre à la question quelle est la probabilité aujourd'hui. Alors, 1,6 degré, c'est un peu moins que l'anomalie de 2003. Alors, il a pris une valeur un peu moins forte parce que, eh bien, sinon, les statistiques ne lui permettaient pas de converger. Les incertitudes étaient trop grandes. Donc, il a pris une vague de chaleur un peu plus faible. Et il a essayé, ce qui est conservateur d'ailleurs en termes de résultats, une anomalie de 1,6 degré en Europe sur tout l'été. Quelle est la probabilité aujourd'hui d'avoir cette valeur ou plus? Et quelle aurait été la probabilité sans changement climatique, sans les gaz à effet de serre? Alors, ils ont pris le modèle. Donc, il est au Met Office anglais, donc il a pris le modèle du Met Office anglais, c'est une première étude. Aujourd'hui, on fait ça avec plein de modèles, mais il a pris le modèle du Met Office anglais, il a vérifié que le modèle était capable de simuler des vagues de chaleur avec un certain nombre de métriques et la bonne distribution. Et il a ensuite regardé finalement le risque d'occurrence par milliers d'années, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes expressions que précédemment, dans le monde actuel et dans le monde contrefactuel, qu'on appelle naturel aussi, entre guillemets, donc avec seulement des forçages naturels. Ils ont fait 4 simulations avec les facteurs humains et naturels, et 4 simulations avec seulement les facteurs naturels. Et puis, ils ont simplement compté, plus précisément, ils ont modélisé les extrêmes avec cette fameuse GPD et ils ont obtenu des distributions de probabilité de ces risques de dépassement. C'est jamais, en statistique, on n'a jamais une valeur, on a toujours une distribution, c'est-à-dire on a une meilleure estimation et une incertitude. Donc cette distribution, elle est là actuellement et dans un monde sans gaz à effet de serre additionnel, en gros, et il obtient la courbe verte, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle a beaucoup plus de chances de se produire que dans un monde sans gaz à effet de serre additionnel. Alors après, il y a des mesures qui sont un petit peu différentes, c'est toujours pareil, c'est des statistiques. On estime la fraction de risque attribuable due au facteur anthropique comme la probabilité finalement que ce phénomène se produise
dans le monde actuel, moins la probabilité qu'ils se produisent dans un monde sans gaz à effet de serre additionnel, divisé par P1. Et donc la fraction de risque attribuable de déplacement est de l'ordre de 75%, ce qui veut dire en gros que le risque a augmenté d'un facteur 3 ou 4, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est à peu près ça. Oui, c'est 4. Donc le risque d'avoir la vague de chaleur qu'on a obtenue en 2003, un petit peu moins fort même, a été augmenté, a été multiplié d'un facteur 4 par les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le résultat principal et le démarrage de toute une série d'études, de centaines d'articles qui ont suivi. Voilà. Alors après, bon, je vais passer un petit peu sur les détails techniques, mais il y a d'autres méthodes pour y arriver, notamment en modélisant avec ces fameuses lois d'extrême, mais avec des paramètres qui dépendent soit du CO2, soit de la température globale. Et je vais vous montrer un autre exemple de résultats, plusieurs autres exemples qui vont être basés un petit peu là-dessus. Alors, si on regarde en 2017, vous vous rappelez peut-être pas de 2017, mais l'été 2017 a été extrêmement chaud, et particulièrement dans les régions méditerranéennes. Avec une sécheresse qui s'en est suivie, particulièrement sur les régions méditerranéennes françaises. Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec un viticulteur dans le Languedoc qui me disait on a eu la grêle d'abord au printemps, puis là, la sécheresse et la canicule persistante tout l'été. Et puis à la fin, il y avait tellement plus d'eau nulle part que les sangliers, au lieu d'aller boire là où il y avait de l'eau, ils venaient manger nos raisins. Donc c'est un petit peu une illustration des réactions en série de ces sécheresses. Mais en fait, donc en 2017, c'était très fort, peut-être pas aussi fort qu'en 2022. Je n'ai pas le même graphe pour 2022, mais on avait déjà une situation très forte. Les températures maximales moyennes sur toute cette région-là sont d'environ 29 degrés. Donc là, vous avez les températures moyennes chaque année depuis 1900 sur la même région. Alors évidemment, on n'avait pas les mêmes jeux de données entre 1900 et 1950 à peu près. Les observations sont beaucoup plus homogènes à partir des années 50, 60. Donc on peut questionner effectivement le début de la série, mais c'est les meilleures estimations dont on dispose. On retrouve le creux, absolument. On retrouve le creux et la pointe des années 40-50. On a eu des vagues de chaleur très fortes dans les années 40-50. Voilà, 47 en particulier. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, on est là. Et donc, la série de températures qu'on va modéliser un petit peu de la même façon avec ces deux courbes. Et lorsqu'on regarde ces observations, alors là c'est juste une série d'observations, qu'on essaye de modéliser la distribution de température actuelle et la distribution de température qui aurait eu lieu plutôt dans les années 1900, on trouve une différence d'environ 2 degrés, ce qui est tout à fait conforme à l'augmentation des températures qu'on voit dans la région, entre 1,5 et 2 degrés. Mais du coup, en termes de probabilité, c'est énorme, parce que ce type d'événement en 2017, finalement, l'estimation qui a été faite seulement par les observations, c'est environ une année sur 10, à peu près. Donc c'est un événement décennal. Il devrait revenir à peu près tous les 10 ans, autour de 2017. Aujourd'hui, on est en 2023, ça a déjà augmenté, et c'est déjà moins. Mais en 2017, l'estimation, c'est qu'il avait une chance sur 10 de se produire. Et lorsque on regarde les rapports de probabilité, bien finalement, dans les années, si on regarde que des observations, dans les années 1900, on avait pratiquement 0 chance de retrouver ce type de température 29 degrés. Alors, les observations, en général, on ne s'en contente pas en climatologie parce que ça ne permet pas. Ça permet de détecter, mais ça ne permet pas d'attribuer. Pour attribuer, il faut vraiment avoir des simulations qui montrent la même chose que les observations et
montre un signal différent lorsqu'on retire effectivement dans le modèle les gaz à effet de serre additionnels. C'est ce qui a été fait dans ce cas, c'est juste un exemple, il y a d'autres modèles, mais le modèle ICEARTH, c'est un modèle qui est communautaire à plusieurs pays en Europe, où ces courbes ont été recalculées, mais avec beaucoup plus de points, puisque là, c'est, je pense, 15 simulations, donc on a 15 réalisations du climat dans ce modèle. Ça, c'est ça qui est bien avec les modèles, c'est qu'on peut refaire l'expérience avec le modèle. On peut avoir 10, 20, 30, 100 réalisations du climat actuel. Et donc là, on a beaucoup plus de données, les courbes sont plus lisses. Effectivement, on trouve à peu près 10 ans et à peu près le même résultat. Dans un monde sans gaz à effet de serre additionnel, à peu près une chance sur 10 000 de le retrouver chaque année. Alors, lorsqu'on fait tout ça, c'est accompagné de barres d'erreur, etc., etc. Lorsqu'on regarde un petit peu la synthèse des différentes, sur ce cas-là, qui a été faite dans un article qui est publié en 2000, je ne sais plus combien, 2019. Les observations, c'est en bleu. Donc ça, c'est le facteur de changement de probabilité. Donc c'est le rapport entre la probabilité entre la période de retour aujourd'hui et la période de retour contrefactuelle. On trouve en meilleur estimé, avec les observations seules, environ 10 000. Oui, en fait c'est 10 000, mais avec une incertitude qui va de 5 à plus l'infini quasiment. Mais c'est au moins 5 ans. Avec le modèle ICEARTH, on va trouver pas 10 000, on va trouver 1000, avec au moins 200 ans. Donc vous voyez, c'est très très instable ces estimations. Lorsqu'on prend l'ensemble des modèles CMIP qui ont été utilisés, on trouve plutôt un facteur 80. Donc voilà, vous voyez, c'est très très différent entre les... Et puis, lorsqu'on utilise le système britannique monté par Oxford, qui fait des simulations multiples sur les vagues de chaleur, on va trouver encore un nombre différent, mais dans tous les cas, on trouve toujours un facteur supérieur à 1, et c'est ça qui permet d'attribuer. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une synthèse en pondérant par les incertitudes pour obtenir une meilleure estimation et une barre d'incertitude en combinant les observations et les modèles. Après, il y a tout un tas de discussions de savoir s'il faut mettre plus de poids aux observations qu'aux modèles, etc., etc. Il y a plusieurs méthodes pour faire, mais dans tous les cas, on aurait obtenu, dans ce cas-là, on a à peu près un facteur 1000 entre les probabilités sans les gaz à effet de serre et les probabilités actuelles, avec une incertitude qui va de 10 à 10 000 lorsqu'on combine toutes ces informations. C'est-à-dire qu'à partir de ces nombres, on peut conclure qu'on a modifié la probabilité, enfin, les concentrations de gaz à effet de serre additionnels ont augmenté d'au moins un facteur 10, et probablement beaucoup plus, mais au moins un facteur 10, là, les chances d'avoir cet événement. Lorsqu'on regarde, on peut regarder aussi, ça c'est intéressant, en termes on peut qualifier finalement les probabilités en fonction du degré de réchauffement global. Alors ce qui est intéressant dans le dernier rapport du GIEC, c'est qu'il est montré, notamment dans le chapitre 11, qui n'est pas mon chapitre, donc je fais de la publicité pour mes collègues, qui est montré dans le chapitre 11 que finalement les effets en termes notamment pour les vagues de chaleur, sont quasiment linéaires en fonction du degré de réchauffement, mais le coefficient de régression linéaire dépend de la région. Lorsqu'on est sur un océan, en gros, les vagues de chaleur au-dessus de l'océan vont se réchauffer d'à peu près 1 degré par degré. Ce n'est pas très différent, mais lorsqu'on est sur la Terre, c'est plus que 1 degré. Lorsqu'on a 1 degré de réchauffement global, on a plus que 1 degré de réchauffement déjà moyen sur la Terre, c'est 1,6. C'est pour ça qu'en France, on est à... c'est pas tellement surprenant. En fait, en France, on est aujourd'hui à 1,7 degré de réchauffement sur la France, alors qu'il y a 1,1, 1,2
de réchauffement global. C'est normal. Si on moyenne sur les surfaces continentales, on a à peu près 1,6 degré de réchauffement par rapport au réchauffement global, continent et océan. Donc, voilà, les océans se réchauffent moins vite que les continents, et les continents des latitudes tempérées et tropicales se réchauffent moins vite que les continents polaires. Donc, là, si on regarde cet événement-là, donc température sur la région méditerranéenne en moyenne sur tout l'été supérieure à 29 degrés. Dans le monde actuel, 12% de chance. Dans le monde sans gaz à effet de serre additionnel, 0%, mais en fait c'est 0,0 quelque chose, hein, c'est jamais complètement zéro, le risque n'est jamais totalement nul. Dans un monde 1,5 degré, c'est 25%, donc 2 fois plus, et dans un monde à 2 degrés plus chaud, c'est quand même presque un été sur 2 qu'on a ces températures de 2017. Et en fait, on va voir que ces estimations sont peut-être un petit peu conservatrices, c'est-à-dire que ça va peut-être plus vite que ce qu'on pense. Donc voilà, ça c'est les résultats qu'on obtient avec les modèles. Pour cet événement-là, et j'ai montré à titre d'exemple, maintenant je vais passer à un certain nombre d'autres événements aussi comme exemple. On a regardé par exemple non pas les crues de la Seine, mais les pluies qui ont conduit aux crues de la Seine. Les crues, c'est encore autre chose. Les crues, elles n'ont pas augmenté historiquement, simplement parce que le fleuve a été élargi, il y a eu des travaux qui ont été faits pour empêcher les crues d'inonder Paris. Si on regarde, donc, il a plu en moyenne 18 mm par jour. C'est énorme, hein, 18 mm, on n'a pas l'impression, mais en Île-de-France, c'est très important. Mais sur 3 jours, donc il a plu presque 50 ou un peu plus de 50 mm sur les 3 jours du 29 au 31 mai 2016. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la Seine est montée à plus de 6 mètres, au point plus de 6 mètres dans la capitale. Le niveau vraiment critique, c'est 7 mètres. À partir de 7 mètres, on a vraiment des ennuis. Et donc, ce qu'on a essayé de regarder, c'est sur le bassin de la Seine, donc c'est tout le bassin de la Seine, hein, qui va du Havre jusqu'à la source de la Seine, donc le bassin versant, les cumuls de pluie moyens. Et on a essayé de voir, avec les modèles, avec les observations disponibles, comment ces pluies se situent de façon climatologique. Alors, les résultats, là, c'est le même type de méthode, c'est que le risque, finalement, d'avoir ces pluies sur 3 jours pendant la période printanière, et la période printanière est particulièrement critique parce que c'est là où les réservoirs en amont sont remplis. Hein, on les remplit pour notamment stocker de l'eau pour l'agriculture, mais là, en général, les crues ont lieu l'hiver et pas à cette période-là. Et là, les bassins de rétention qui servent aussi à tempérer les crues en hiver, là, ne peuvent plus tempérer puisqu'on est en fin de printemps, et donc à un moment où on a le plus stocké d'eau. Et donc, on est obligé ça déverse un petit peu. Il n'y a pas que la Seine, il y a les bassins de la Loire aussi où il y a eu de gros problèmes. Alors, lorsqu'on regarde les observations, beaucoup d'incertitudes. Et là, si on regarde seulement les observations, on ne peut pas conclure. Hein, on obtient comme meilleure estimation du risque un facteur 2, c'est-à-dire le changement climatique a multiplié par 2 le risque d'obtenir des valeurs comme celle-là, mais avec une barre d'erreur qui va de 0,2 à 20. Donc vous voyez qu'on ne peut pas dire grand-chose de ce facteur 2 qui est là. Or, lorsqu'on prend les modèles, les différents jeux de modèles qui ont été analysés, finalement, on retrouve ce facteur 2 de façon assez constante et plus constante que les températures. Je vais vous expliquer, il y a une raison pour cela. Et lorsqu'on en fait finalement une moyenne pondérée des incertitudes, on a un chiffre significatif qui tombe autour de 2, effectivement, mais avec un intervalle de confiance qui va entre 1,2 et, je ne sais plus, 3 ou 4. Voilà. Alors pourquoi c'est plus stable pour les précipitations extrêmes ? C'est simplement parce qu'il y a une loi physique qui est très très dure. C'est la loi de Clausius-Clapeyron. Lorsqu'on rajoute 1 degré dans l'atmosphère,
l'atmosphère peut contenir 7% de plus d'humidité. Lorsqu'on a des pluies orageuses, il y a la plupart des choses qui descendent et on retrouve ce facteur 7% là. Alors là, ce n'est pas 7% exactement, je ne sais plus, c'est en intensité. Ça doit être plutôt dans les... Bon, les résultats des différentes études sur la France qui s'est réchauffée à peu près 1,5 degré à 2 degrés, on trouve à peu près 20%, et c'est un peu plus que le 14% ou que le 10-14% qui devrait être donné par Clausius-Clapeyron. On a parfois des régions où on trouve 30%, parfois des régions où on trouve 0 aussi. Donc ça dépend des régions les plus extrêmes, mais ça tourne toujours autour de ce 10-15%, parce que simplement la physique, elle est dure à contrarier, et lorsqu'il fait plus chaud, il y a plus d'humidité dans l'atmosphère et les pluies extrêmes sont plus fortes. Donc ça, c'est une constante qui est assez dure. Un autre exemple, qui est celui-là beaucoup plus... oui, je vois que le temps avance. Hein. Donc, qui est beaucoup moins clair, c'est le cas de la sécheresse dans le Grand Sud. Donc le Grand Sud, c'est une région aride de Madagascar qui a pour propriété d'avoir de temps en temps des sécheresses intenses et surtout une population extrêmement vulnérable. Et donc, il y a eu une crise de la famine en 2019, mais si on regarde des courbes qui sont dues à 2 saisons des pluies manquées, en quelque sorte, donc en 2020, c'est 2019 et 2020, les cumuls de pluie sur 2 ans arrivent très très bas par rapport à la moyenne. Et on retrouve des événements dans les années 90, etc. Là, on n'a pas un recul énorme sur les séries de pluie, et donc ça va être beaucoup plus difficile de conclure. Et dans ce cas-là, eh bien, comment dire, je passe à la conclusion. On n'a pas de conclusion sur le rôle du changement climatique, mais la famine qui en est suivie est certainement liée à des facteurs de très grande vulnérabilité du pays et des facteurs additionnels, notamment au Covid. Augmentation des prix des céréales, déstructuration de l'économie due aux différents confinements et surtout voilà. Et donc on a une sécheresse, mais elle est accompagnée d'une très grande pauvreté, bien sûr, dans cette région, et surtout d'autres facteurs externes qui vont aggraver les choses. Donc on n'arrive pas ni avec les modèles, ni avec les observations à pouvoir dire que ça puisse être le changement climatique. Je parle quand même, s'il me reste encore un petit peu de temps, d'un événement qui nous a marqué, c'est l'événement on parle des gels tardifs, parce que ça peut paraître contradictoire. Pourquoi des gels tardifs, entre guillemets, auraient un lien avec le changement climatique? Alors, en fait, en 2021, on a eu un phénomène très, très important pour les cultures, notamment la viticulture, des records de température en mars qui ont été marqués sur toutes les stations ici. Un record de température élevée, il a fait plus de 25 degrés dans pas mal de régions. Et puis, des records de froid aussi en avril, rapidement, dès le début avril. Donc, si on regarde les gels, en nombre de jours de gel, à Orly par exemple, on a une tendance assez claire, comme à peu près partout en France, on a 30%, à Orly en tout cas, de jours de gel en moins depuis 1950 à peu près. Donc là aussi, il y a des articles qui montrent que ces gels finalement sont en régression à peu près partout dans le monde. Ici, c'est dû au changement climatique également. Mais alors, le problème, il n'est pas tellement dans le gel, il est dans la date à laquelle le gel va se produire. Si le gel se produit alors que les bourgeons n'ont pas éclos, ce n'est pas très grave, c'est normal d'avoir du froid l'hiver. Lorsque le gel se produit après, lorsque les fleurs et les feuilles sont sorties, là, ça pose vraiment un problème parce que ça les brûle.
Et ça occasionne, après les pousses reviennent, hein, mais ça occasionne des pertes de rendement dans les arbres fruitiers et dans la vigne. Et vous savez qu'en France, la vigne, on y tient. Donc, alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé avec des techniques assez rudimentaires la date de débourrement, ce qu'on appelle la date de débourement, c'est-à-dire la date, c'est une date à laquelle une accumulation de chaleur, bon, c'est une modélisation très simplifiée, mais qui a le mérite d'être démonstrative, c'est la date à laquelle un certain nombre ce qu'on appelle des degrés jours se sont accumulés. Pour la vigne, on estime que des degrés jours, c'est la différence entre la température et 5 degrés. C'est le nombre de degrés jours au-dessus de 5 degrés. Le nombre de degrés au-dessus de 5 degrés accumulé au fil du temps. Lorsqu'on arrive à 250, en général, autour de 250, les bourgeons éclosent et puis les feuilles sortent pour la vigne, mais parfois pour d'autres arbres, ce sont les fleurs en premier. Donc voilà, lorsqu'on regarde maintenant les courbes en bleu, c'est les températures les plus froides chaque année en moyenne sur le centre de la France, donc chaque année à partir du 1er avril, donc les températures les plus froides, disons en gros entre avril et juin, on trouve, il gèle, hein, c'est normal. Certaines années, il ne gèle pas, mais la plupart du temps, il gèle. Et quand on regarde la tendance des températures les plus froides à partir du 1er avril, elle est en augmentation. Et on va le voir, un effet du changement climatique. Lorsqu'on regarde, en revanche, la température la plus froide après la date de débourrement, parce que c'est ça qui compte, et bien là, on a une baisse assez importante de ces températures après la date de débourrement. Donc en fait, on a une compétition entre deux phénomènes. D'abord, un réchauffement qui fait que les gels sont un peu moins intenses aujourd'hui, hein, mais ça reste des gels. Et le problème, c'est que la date de débourrement, elle recule à toute vitesse, environ 15 jours, 3 semaines. Donc, en fait, à partir de ça, bon, je vous passe les graphiques, mais on a pu conclure que la probabilité d'un gel, bon, je ne vais pas commenter les graphiques, je n'ai pas le temps, la probabilité d'un gel comme en 2021, après la date de débourrement, a augmenté d'environ 50% dû au changement climatique. Voilà, donc ça c'est la conclusion de cette étude et qui montre un des effets du changement climatique. Bon, ça mérite d'être raffiné avec des modélisations un petit peu plus réalistes des dates de débourrement. Alors je ne sais pas à combien de temps j'ai le droit encore. 0. Mais je vais conclure alors, je pensais aller moins vite. C'est pas grave, c'est simplement dire qu'il y a beaucoup d'autres méthodes. Et puis, je voulais signaler qu'on a encore un certain nombre de questions en suspens, et je vais en signaler une. Donc, cette carte montre les tendances du jour le plus chaud de l'année depuis 1950. Il y a plusieurs jeux de données qui montrent à peu près la même chose en Europe. Donc c'est le jour le plus chaud de l'année, les tendances des températures du jour le plus chaud de l'année. Donc effectivement, on parle de 1,6 degré pour la moyenne sur la France, mais le jour le plus chaud, dans certaines régions de la France, c'est 4 degrés, 5 degrés hein, de réchauffement depuis 1950. Alors, on est en train d'étudier ce truc-là. Et lorsque on fait l'analyse, là, c'est sur 270 modèles de la dernière génération, eh bien, donc sur ce carré-là, on a 3,5 degrés de réchauffement en moyenne. Là, c'est 5 sur la région parisienne, 5-6 hein, même. Bien finalement, il n'y a pas beaucoup de modèles qui arrivent à battre les observations. Il y en a 2 ou 3 c'est 1% des modèles qui arrivent au niveau des observations. Donc, ce qu'on constate en Europe de l'Ouest, et ça reste une des questions majeures, c'est que les évolutions sont beaucoup plus rapides que celles prédites par les modèles.
En Europe, je parle en Europe et pour les extrêmes de chaleur. Ce n'est pas le cas pour les moyennes. Mais pour les extrêmes de chaleur, en Europe de l'Ouest, c'est le cas. Donc on n'arrive pas encore à bien expliquer ça, mais on pense que non seulement on a des effets thermodynamiques, mais aussi des changements de circulation qui sont en train de se mettre en place, mais on n'est pas très sûr, parce que les changements de circulation peuvent avoir des circulations atmosphériques, des changements dans les vents, notamment avec plus de situations de vent de sud en été, donc qui occasionnent des pointes de chaleur. Eh bien, ces situations dynamiques, ces circulations dynamiques peuvent avoir une variabilité à très longue échéance. Alors, ça nous plonge dans une incertitude extrêmement profonde, parce que finalement, les vagues de chaleur en France, soit elles vont continuer à ce rythme de 4 degrés par degré de réchauffement, c'est-à-dire, en gros, en 2050, on se retrouve à 10 degrés quasiment, de plus qu'en 1950 dans les vagues de chaleur, ce qui veut dire des températures de 45 degrés, etc., assez fréquentes, soit pas, parce que soit c'est une réponse au changement climatique, ces changements de circulation, soit ce n'est pas une réponse au changement climatique, c'est simplement de la variabilité, auquel cas on ne peut pas dire grand-chose. Elles seront en augmentation, mais on ne sait pas de combien. Donc ces vagues de chaleur nous laissent dans l'incertitude la plus profonde, mais dernier transparent, je voudrais signaler que sur l'ensemble des études d'attribution, on a encore plus d'incertitudes ailleurs. En France, oui, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes avec l'eau. On va avoir des problèmes avec la chaleur. Il n'est pas possible d'exclure des températures, par exemple, de l'ordre de 50 degrés dans les régions du nord de la France. Ce n'est pas des choses qu'on exclut. Et il faut s'y préparer. L'adaptation, il ne faut pas s'adapter à 2003 ou à 2022, il faut s'adapter à des températures bien plus élevées qu'à 2003 ou 2022. Donc ça, il faut vraiment prendre ça en compte. Mais si on regarde les études d'attribution dans le monde, eh bien, il y a beaucoup de choses en Europe, beaucoup de choses en Amérique du Nord, de plus en plus de choses en Chine. Donc ça, c'est une carte des études d'attribution d'événements extrêmes. Mais il y a encore beaucoup de régions, et ce sont, hélas, les régions les plus vulnérables sur lesquelles les populations vont trinquer bien plus que nous, sur lesquelles on a très peu d'informations. Et c'est pour ça qu'on essaye de promouvoir la recherche sur les extrêmes dans les pays du Sud, entre guillemets, notamment avec nos partenaires de l'Institut de recherche pour le développement. Je vous remercie.